Une invitée exceptionnelle ce soir sur BFM Business. Good evening, Margrethe Vestager. Good evening, and thanks for having me. Good evening. Le plaisir est pour nous. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur BFM Business. Vous êtes la vice-présidente exécutive de la Commission européenne en charge des dossiers de concurrence et vous êtes à Paris pour parler des aides d'État et de l'Europe pour les entreprises face à la crise de l'énergie. Margrethe Vestager, beaucoup d'entreprises remercient l'Europe pour leur aide face à la crise économique de la pandémie de Covid. Mais ces mêmes entreprises aujourd'hui disent qu'elles ne sont pas assez aidées face à la crise de l'énergie. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques ? Oui, nous entendons ces critiques. Je pense qu'une partie de ces reproches était justifiée et de ce fait, nous avons écouté et consulté tous les pays européens pour changer les règles spécifiques à cette crise. Parce que les entreprises ont besoin d'être aidées avant de basculer dans le rouge. Les entreprises ont besoin d'aide de différentes manières. Certaines entreprises ont besoin d'être un peu aidées, mais tout de suite, et d'autres ont besoin d'aide substantielle pour recalibrer tout leur système énergétique et se décarboner. Donc, nous avons maintenant permis les deux, obtenir des aides du court terme et sans condition, mais aussi des aides beaucoup plus significatives pour permettre la transformation des entreprises. Mais avec Audrey, nous recevons beaucoup de chefs d'entreprise sur BFM Business. Ils nous disent qu'aujourd'hui encore, les règles sont très compliquées pour toucher des aides. En France, beaucoup d'entreprises, la plupart, n'ont pas touché d'aide. Ce que nous voulons faire, c'est travailler avec les États membres, comme la France, pour voir si des choses peuvent être faites plus simplement. Est-ce que nous avons demandé trop de conditions aux entreprises pour nous assurer que l'argent des contribuables soit dépensé de la meilleure manière possible? Parce que chaque pays en Europe a ses idées pour définir ces conditions. Quelles devraient être les règles en commun à respecter et combien ils voudraient dépenser pour protéger ces entreprises? Et si tout cela peut être simplifié, bien sûr, nous serons très heureux de travailler avec les pays pour le faire. Seulement une réponse coordonnée au niveau européen nous permettra vraiment de protéger à la fois notre industrie et puis nos citoyens. Et en fait, dans ce cadre, les entreprises françaises, elles sont très inquiètes, notamment du plan allemand de soutien d'aide massive à son économie. C'est 200 milliards d'euros que les Allemands mettent sur la table. Est-ce que la Commission valide ce plan et est-ce que ce plan respecte justement les règles du droit européen? Tout d'abord, ce que nous avons pour l'instant sur le plan allemand, c'est un nombre, 200 milliards d'euros. Une énorme part de cet argent ira vers les ménages, comme dans la plupart des pays, parce que les ménages avec de faibles budgets ont vraiment besoin d'aide. Une autre part de ces 200 milliards ira dans les grandes entreprises énergétiques qui ont besoin de beaucoup de liquidités pour éviter la faillite. Et enfin, il y a une dernière partie, pour les entreprises en général. Et cela n'a pas encore été présenté à la Commission. Cela sera le cas, bien sûr. Nous nous assurons que ce plan respecte les mêmes règles que pour les autres. L'Allemagne a des aides, mais la France aussi. Nous avons autorisé 160 milliards d'euros d'aide. De ce que vous en savez, il n'y a pas de risque que ce plan allemand à 200 milliards pose de risque sur l'intégrité du marché unique européen? À ce stade, si vous mettez de côté la partie des 200 milliards destinés aux entreprises, l'Allemagne a déjà des plans en place, comme la France, 160 milliards d'euros approuvés, mais aussi l'Italie, la Finlande, et en réalité le Danemark, mon pays, est le pays le plus aidé quand vous rapportez les montants au PIB. Et c'est notre travail de nous assurer qu'on limite le risque de fragmentation autant que possible. Et bien sûr, nous sommes vigilants parce que le risque est là. Si les règles en commun ne sont pas respectées, si un pays dépense de l'argent sans tenir compte des autres, alors le risque devient très fort. Donc c'est très important que nous ayons cette discussion, que nous ayons de la transparence et du contrôle, que nous parlons des aides d'État parce que sinon, il y a un risque très élevé de concurrence déloyale. There is a high risk of unfair competition. Emmanuel Macron est aujourd'hui à Washington avec Joe Biden pour parler bien sûr de l'Inflation Reduction Act. Nos entreprises sont très préoccupées par ce plan. Quel est votre message à Joe Biden ?
D'abord, pourquoi est-ce que nous sommes préoccupés et pourquoi nos collègues japonais, nos collègues sud-coréens aussi sont préoccupés? C'est parce que l'Inflation Reduction Act peut avoir une énorme influence sur nos bases industrielles. La première chose, c'est que les Américains ont vraiment pris conscience de la situation dans laquelle ils ont mis leur industrie. Et ensuite, ils ont voulu trouver des solutions, pas dans 1 mois, dans 2 mois ou dans 6 mois, mais maintenant. Et donc, nous avons mis en place une task force de haut niveau. Quelque chose peut être fait sur l'Inflation Reduction Act, mais aussi, bien sûr, de notre côté, nous allons voir ce que nous allons faire pour renforcer notre base industrielle et prendre le leadership dans la lutte contre le climat et la transition énergétique. Is strengthened and can take the leadership when it comes to fighting climate change and the green transition. Alors, dans le cadre, en effet, du programme des États-Unis dont Thomas vient de parler, les États-Unis vont non seulement mettre 337 milliards de dollars sur la table pour soutenir leur économie, mais en plus de ça, ils offrent des crédits d'impôt aux acheteurs de véhicules verts qui sont produits sur le territoire et ils rajoutent des aides aux entreprises qui vont rapatrier leur chaîne de production. Est-ce que l'on peut s'attendre à voir en Europe des vagues de délocalisation? Et par ailleurs, est-ce que l'Europe, la Commission européenne, va porter plainte auprès de l'Organisation mondiale du commerce pour compétition déloyale? Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire dans une situation comme celle-là. Quand vous faites face à quelque chose de discriminant ou qui est une menace pour nos projets, la démarche la plus rapide, c'est de trouver des solutions. Et nous avons résolu des problèmes très très compliqués avec les Américains par le passé. Et c'est pour cela que nous sommes en mode solution. Parce que oui, vous pouvez porter plainte. Cela prendra des années et nous n'avons pas le temps pour cela. Donc nous devons trouver des solutions maintenant. Donc nous négocions avec les Américains au moment où nous parlons, mais nous regardons aussi ce que nous pouvons faire de mieux de notre côté, pour voir si quelque chose nous échappe dans cette situation où la combinaison de l'Inflation Reduction Act et des prix très élevés de l'énergie est très toxique pour nous. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, Margaret Vestager, deux questions. D'abord, quelles peuvent être les réponses rapides à ce plan américain, et puis surtout quelle peut être la réponse structurante de l'Europe à ce plan? Je suis d'accord pour dire qu'il y a des enjeux de court terme et de long terme. La solution de long terme est d'avoir beaucoup plus d'énergie renouvelable produite en Europe parce que cela fera baisser les prix. Et nous devons décarboner, nous devons combattre le changement climatique. Donc nous devons faire des investissements massifs dans tout ce qui peut décarboner maintenant pour que les prix baissent et pour que les prix de l'énergie en Europe deviennent attractifs. Et pour le court terme, il est très important de savoir de quelles subventions nous parlons. Parce que, pour le dire de manière très simple, nous avons des approches très différentes. En Europe, par exemple, nous avons les quotas carbone. Donc, vous payez quand vous polluez. Donc, en quelque sorte, nous taxons les méchants. Alors qu'aux États-Unis, ils ont cette approche différente. Ils subventionnent ce qui est bon. Et ces deux approches ne peuvent pas tout de suite être réconciliées. Et c'est pour cela que je dis que nous avons nos différentes approches. Nous promouvons l'innovation, nous soutenons l'innovation de rupture, nous soutenons l'investissement dans les régions en difficulté où il y a besoin de plus d'activités. Et ces différentes approches, nous devons d'abord savoir exactement ce qui se passe pour ne pas gaspiller l'argent des contribuables. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de faire. L'Europe est au cœur de cette compétition stratégique entre les États-Unis et la Chine. Ce sont deux pays qui ont toujours fait passer leur propre économie en premier et qui sont très protectionnistes. Est-ce qu'il ne serait pas temps pour l'Europe de faire la même chose ? Mais l'Europe aussi fait passer ses intérêts en premier, si l'on peut dire les choses comme cela. Ce que je veux dire, c'est que nous voyons les intérêts européens avec une approche plus globale. Mais ce n'est pas parce que nous nous en fichons. Nous avons dit que nous voulons construire la prospérité dans l'Union européenne et sur le continent européen en commerçant avec les autres. Et cela nous a rendus riches. Vraiment riches. Nous avons de gros problèmes d'inégalité. Le continent en tant que tel est l'un des endroits les plus riches de la planète. Et ce que nous faisons maintenant, en quelque sorte, c'est de recalibrer la mondialisation. Parce que la vieille mondialisation était quelque chose de triste, parce qu'elle exploitait la nature et les gens et produisait beaucoup d'inégalités.
Donc je pense que c'est très important que l'Europe s'affirme davantage. Nous devons être capables de faire plus de choses par nous-mêmes. Mais je pense aussi qu'il est important que nous restions un continent ouvert. Nous sommes très intégrés avec l'économie américaine, dans une certaine mesure avec l'économie chinoise aussi. Mais évidemment, nous sommes plus proches des États-Unis que de la Chine. Yeah. Toute dernière question, Margrethe Vestager, d'actualité. Aussi, dans l'actualité des entreprises, vous avez annoncé hier soir, vos services en tout cas, que la Commission lançait une enquête approfondie sur le projet de rachat de l'entreprise française Lagardère par Vivendi. Où en est exactement ce dossier et qu'est-ce que Vivendi doit faire pour que le deal aboutisse? Oui, c'est vrai que nous jugeons nécessaire d'aller enquêter vraiment en profondeur pour voir quels problèmes de concurrence pourraient survenir à cause de cette fusion. Un des points que nous regardons, c'est la situation dans l'édition du fait de cette opération et plusieurs autres sujets, mais ils ne sont pas aussi importants. Nous attendons toujours de voir les solutions que proposent les deux entreprises parce qu'en général, quand vous avez un problème très important de concurrence, vous ne pouvez autoriser la fusion que si ces problèmes sont réglés. Et ensuite, bien sûr, nous avons aussi une discussion plus vaste sur la pluralité des médias, parce que la concurrence ne peut pas tout résoudre. Donc je pense qu'il est vraiment important de poursuivre la discussion, parce que je pense que dans tous les pays, nous devons tout faire pour avoir le plus de pluralité possible. Mais en 30 secondes, pour conclure, à ce stade, vous êtes confiante dans le fait que l'opération aboutisse ou pas? Je n'ai pas du tout pris ma décision parce que l'intérêt de faire une enquête approfondie, c'est de vraiment comprendre les risques de l'opération. Est-ce qu'il y a des bénéfices pour les consommateurs ? Pour que, s'il y a des risques, ils puissent être atténués. Donc attendons de voir quand nous aurons plus d'éléments. Work need to be done. Merci beaucoup. Thank you very much and on vous souhaite un bon retour à Bruxelles puisque vous repartez ce soir. Merci beaucoup, c'est gentil et bonne soirée. Merci à vous. Au revoir.